merci. Je vérifie si le micro marche, mais il va se mettre à marcher, j'imagine. Donc merci Marie-Pia Bureau. Merci de nous rejoindre aussi pour ce dernier rendez-vous des rendez-vous à penser de cette université d'été de Malraux. J'ai eu énormément de plaisir à les animer, à les concevoir avec toute l'équipe de la scène nationale. Je parle pourtant vraiment devant, je ne sais pas, je ne peux pas faire mieux. Si, il faut que j'allume peut-être le micro. C'est tout bon. Là ça marche, il faut que je lève. C'est là où on apprend quand même toujours. Est-ce qu'il faut que je recommence tout pour l'enregistrement? Non, c'est en direct, alors il faut faire comme dans les conditions du direct. Donc en compagnie de Souleymane Bachir Diagne, qui est philosophe et qui nous a fait l'amitié de nous rejoindre. Souleymane Bachir Diagne, il est né au Sénégal, dans une famille de lettrés musulmans. Il a été formé à l'école normale supérieure, notamment par Jacques Derrida. Il fait partie même de la dernière classe, je crois, de Jacques Derrida à l'école normale supérieure. Il a dirigé l'Institut des études africaines de l'Université de Columbia. Il le dirige toujours à New York. Il est donc professeur à la fois de philosophie, mais également dans les départements de philosophie, département d'études francophones, et donc directeur de cet institut. C'est un philosophe des mathématiques, on ne sait pas beaucoup, mais il s'est beaucoup intéressé notamment à Boole. Il a écrit L'oiseau de nuit en plein jour, chez Belin en 89, Logique pour les philosophes. C'est un philosophe aussi de l'islam. Il est d'ailleurs grandi dans une famille de musulmans soufis, et il a beaucoup réfléchi à cette question, notamment dans un livre qui s'intitule Comment philosopher en islam, paru en 2014 aux éditions Philippe Ray. Un philosophe de l'Afrique, il a écrit En quête d'Afrique avec Jean-Louis Amsel chez Albin Michel en 2018. C'est une correspondance critique sur la question qui nous occupe beaucoup aujourd'hui et qui va nous occuper lors de notre discussion entre décolonialisme et universalisme. Et puis il a dans ses nombreuses parutions, fait publier récemment Le fagot de ma mémoire aux éditions Philippe Ray. Ce sont tout simplement ses mémoires. Alors pourquoi le fagot? Parce que c'est une très jolie citation de Birago Diop, qui écrit « Quand la mémoire va chercher du bois mort, elle rapporte le fagot qui lui plaît ». Et voilà, et pendant le confinement, eh bien, Souleymane Bachir Diagne, qui habite New York la plupart du temps, a rédigé ce texte de mémoire, de souvenirs qui font aller au fond de Dakar à Paris, en passant par New York. Alors j'aimerais, et puis pardon, j'ai oublié évidemment le dernier, qui s'intitule De langue à langue, l'hospitalité de la traduction, paru aux éditions Albin Michel, qui est au fond sa philosophie de la traduction, philosophie de l'hospitalité, et ce sera en écho finalement à la conversation que nous avons eue hier avec Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc, qui ont certes parlé du peuple des femmes, mais qui ont aussi enquêté sur la fin de l'hospitalité et les manières, au fond, de repolitiser cette question. Alors, première question, Souleymane Bachir Diagne, je voulais savoir, vous êtes né, je le disais, à Saint-Louis, au Sénégal, en 1955. Ce n'est pas pour rappeler votre date de naissance, mais tout de même, c'est l'année de la conférence de Bandung en Indonésie, dont vous dites qu'elle est presque la date officielle de la décolonisation, puisqu'elle affirme qu'aucune culture n'a le droit d'en coloniser une autre. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a rendu sensible à la nécessaire décolonisation des imaginaires, en dépit, bien évidemment, de cette date anniversaire concordante, qui fait que vous êtes né l'année de cette conférence, me semble-t-il, assez centrale, en tout cas dans votre imaginaire politique. Oui, alors, merci infiniment d'être là pour ce qui vous concerne, et merci infiniment de m'avoir invité, cher Nicolas. Et puis, je suis ravi véritablement de participer à cette semaine, qui a été une semaine très intense, très riche, j'ai compris. On va avoir du mal à boucler cela ensemble, mais on va essayer. Sur cette question, alors l'année 1955 évidemment est une année
importante, pas du tout par ma naissance. La petite naissance d'un petit bébé vagissant à Saint-Louis n'a aucune importance par rapport au fait que c'est l'année où, je crois, Einstein est mort. Il y a eu la conférence de Bandung, et je pense d'ailleurs que Pierre Théard de Chardin a dû mourir cette année-là aussi. À vérifier. Enfin, il y a bref beaucoup d'événements plus considérables évidemment que ma naissance. Mais ce qui a fait que la conférence de Bandung a été un événement considérable, c'est qu'en effet, c'est une conférence qui a réuni 29 pays, asiatiques pour la plupart, africains pour certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux déjà indépendants, d'autres sur la voie des indépendances, et de toute façon, à cette date-là, en 1955, le craquement des décolonisations avait déjà commencé. Ce n'est pas cette conférence qui va inaugurer les décolonisations, puisque quelques années auparavant, en 1947, on a déjà eu les indépendances séparées de l'Inde et du Pakistan. Disons qu'autour de la Deuxième Guerre mondiale, il était devenu clair, avec le recul bien évidemment, que le système colonial ne pouvait plus tenir et que donc les décolonisations allaient s'enclencher. De manière symbolique, cette conférence de 1955 peut être considérée comme l'année qui a marqué le mouvement des décolonisations, pour la bonne raison que ces 29 pays qui se sont réunis, africains et asiatiques, n'avaient pas été convoqués par l'Europe. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte de ce que cela pouvait signifier. Mais jusqu'à cette époque-là, jusqu'à cette date, les seules conférences internationales qui existaient au monde étaient des conférences qui avaient été convoquées par l'Europe ou par l'Occident. Et donc, que des pays africains et asiatiques se réunissent sans l'Europe, non seulement sans avoir été convoqués par l'Europe, mais en l'absence de l'Europe, pour parler de l'Europe coloniale, et dire qu'aucune situation, rien ne pouvait justifier la colonisation, c'était l'affirmation d'un principe qui était un principe radicalement nouveau. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un comme Senghor a pu dire que c'était l'événement le plus important du XXe siècle. Quand on entend ça, on se dit, c'est bizarre, parce que quand même, au XXe siècle, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, avec le cortège d'horreur que ces guerres ont entraîné, avec l'Holocauste, enfin des événements considérables que Senghor a vécu, puisqu'il a été prisonnier de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qu'il savait pertinemment que cette guerre avait signifié également la destruction des Juifs d'Europe d'une manière horrible. Mais quand il disait que c'était un événement nouveau, radicalement nouveau, c'est que pour lui, les deux guerres mondiales, quelle que soit l'horreur qui les a accompagnées, étaient en quelque sorte la projection du XIXe siècle sur le XXe siècle. C'était les nationalismes européens qui avaient atteint ce niveau d'horreur, mais ces nationalismes européens étaient nés au XIXe siècle. Alors que ce principe affirmé à Bandung, condamnant de manière définitive toute colonisation d'un peuple par un autre, c'était un principe nouveau au XXe siècle. C'est la raison pour laquelle il a pu dire que c'était l'événement le plus important au XXe siècle, l'importance ne se mesurant pas, évidemment, à la quantité de destruction qui a été provoquée. Et donc, voilà pourquoi, chez les penseurs qu'on appelle aujourd'hui post-coloniaux ou décoloniaux, sans qu'on soit toujours très sûr de ce que l'on met derrière ces mots-là, il est convenu que 1955 est une date symbolique qui va marquer maintenant l'irruption des nations africaines et asiatiques en particulier sur la scène de l'histoire. La scène de l'histoire universelle, ce n'est plus seulement la scène européenne. Ces pays vont arriver bientôt à l'indépendance. Le Ghana va suivre, l'indépendance du Ghana intervient en 1957. D'ailleurs, Nkrumah, qui va être le père de l'indépendance, assiste à la conférence de Bandung. 2 ans plus tard, le Ghana est indépendant. 3 ans plus tard, la plupart des pays africains vont être indépendants, etc. Bref, le mouvement s'enclenche à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan intellectuel. L'idée qu'il y a non seulement une décolonisation politique à mener, mais aussi une décolonisation intellectuelle, qui est ce qui nous intéresse ici. Alors, oui, pardon. Oui. Cette décolonisation intellectuelle, elle prend quelle forme et quelle place aussi dans votre parcours? Parce que, à vous lire,
Vous êtes donc cet élève brillant, sénégalais, qui va être le premier d'ailleurs élève à entrer à l'école normale supérieure, premier élève du Sénégal. Senghor vous félicite, vous rencontre aussi pour vous en parler. Est-ce que c'est présent, est-ce que ces questions sont présentes en fait à ce moment-là, lorsque vous arrivez en France au lycée Louis-le-Grand et que vous êtes pensionnaire, et que est-ce que c'est une question pour vous en fait, cette question de la décolonisation? Nous sommes dans des années décoloniales d'une certaine manière. On n'a pas l'impression que ça vous traverse beaucoup, sauf à un moment où vous allez voir Jacques Derrida, qui est donc le caïman, comme on dit, votre professeur, on va dire, référent, enfin, et vous lui, dans mon souvenir, vous lui montrez deux travaux de mémoire, un sur Nietzsche, et puis un autre sur la philosophie africaine, en fait. Il y a déjà quelque chose qui est présent. Mais est-ce que c'est présent pour vous? Non. J'arrive en France frais et moulu du baccalauréat au Sénégal. J'ai 17 ans, comme j'écris dans le livre Le fagot de ma mémoire, je vais avoir 18 ans à Paris, ce qui est un événement considérable. Je suis strictement en potache. En gros, je veux dire, je suis ce qu'on appelle une bête à concours. Je prépare les concours et voilà, et puis je m'occupe de cela. Il y a quand même une chose, c'est que ce qui avait fait que mon choix de la philosophie, c'était quand même des raisons politiques également. Né en 1955, j'étais bien trop jeune pour faire partie des 68 arts. Donc les 68 arts, c'était nos aînés qui étaient en terminale quand nous étions dans les petites classes au collège. Donc on a juste respiré l'odeur des gaz lacrymogènes sans trop comprendre pourquoi quelque chose comme cela se passait. Parce que 68, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un phénomène universel, y compris au Sénégal. Ah oui, et en particulier, et en particulier dirigé au Sénégal par beaucoup de jeunes gens, dont deux qui étaient très célèbres, Alioune Sall qui avait pour nom de guerre Paloma, et puis Ousmane Blondin Diop, Omar Blondin Diop, qui a joué dans La Chinoise de Godard. Pour ceux qui se souviennent du film La Chinoise, c'est ce jeune Sénégalais qui, à un moment donné, lit le petit livre rouge en disant d'où viennent les justes, etc. Et qui va mourir en prison, quand il va être emprisonné, en même temps que Paloma, d'ailleurs. Paloma qui est mon cousin. Et donc, on a vécu un peu par procuration ces phénomènes-là. On était politisés, on s'affirmait maoïste à l'époque, mais pour moi, c'était une sorte d'affirmation un petit peu abstraite, parce que j'étais bien trop jeune pour transformer ça en action véritablement, ou en réflexion, et donc je me suis occupé de mes études pendant tout ce temps-là. Comme vous venez de le dire, à un moment donné, quand je suis à l'école normale supérieure, où j'ai à la fois Derrida et Althusser, enfin, je suis donc aussi la dernière génération de normaliens à avoir eu Althusser comme prof, avoir eu les deux en même temps comme prof. Je fais quelques travaux, et c'est à un moment donné, au moment de faire mon DEA, que pour la première fois, je m'occupe de questions africaines. Jusque-là, j'avais fait ce qui était demandé, c'est-à-dire la philosophie, disons, internationale ou universelle. Ensuite, j'avais fait un mémoire sur Nietzsche, et puis j'ai écrit ce mémoire sur la question de la philosophie africaine. C'était plutôt une question que je me posais. Qu'est-ce que ça veut dire d'être africain en philosophie? Jusque-là, je ne m'étais pas retourné sur la question. Est-ce qu'il y avait à ce moment-là des problèmes spécifiques sur lesquels il fallait se pencher, sur lesquels il fallait réfléchir, selon des méthodologies différentes, selon des approches différentes, en mettant en œuvre des concepts, des catégories différentes ou pas? Alors je me pose ces questions-là, j'en fais un petit mémoire, et puis je montre ça à Jacques Derrida, qui lit ça avec beaucoup de bienveillance, et qui me dit il faudra penser cela ensemble. Penser cela ensemble, ça ne voulait pas dire grand-chose pour moi à cette époque-là. Bon, bref, je continue mes études, et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, je me spécialise d'abord dans un domaine tout à fait technique, qui était le domaine de la philosophie des mathématiques.
j'écris ma thèse sur l'histoire de la rencontre entre la logique, nos raisonnements logiques tels que nous les menons dans la langue naturelle, et le langage de l'algèbre, le moment où ceci se rencontre dans l'algèbre de Boole. Donc rien de plus éloigné de considérations politiques ou de considérations postcoloniales, etc. Là-dessus, je finis mes études à Normal Sup et il me faut prendre une décision, soit je reste en France, soit je rentre chez moi. J'ai décidé de rentrer chez moi. J'ai estimé qu'un agrégé de philo, docteur normalien de plus en France, ça n'apportait pas grand-chose, tandis que ça pouvait faire quelque chose chez moi. Je rentre chez moi donc avec la ferme idée de développer un enseignement technique de philosophie des sciences, d'épistémologie, etc. Mais on ne peut pas s'enfermer dans une tour d'ivoire, surtout quand on est philosophe. Les problèmes, on les rencontre. Et obligatoirement au Sénégal, je rencontre à nouveau la question de la philosophie africaine, sur un tout autre plan cette fois-ci, et puis, vous l'avez rappelé également, la question de l'islam. L'année où je retourne chez moi, où je commence à enseigner à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui ne s'appelait pas encore Cheikh Anta, ça va venir quelques années plus tard, eh bien, nous sommes dans les années qui ont suivi la révolution iranienne. Ça veut dire que l'islam est devenu maintenant une grande question internationale, géopolitique. Ce mot est plein de bruit et de fureur dans les journaux et dans les télévisions. Et nous décidons à l'université de Dakar qu'il nous faut quand même enseigner, puisque nous sommes un pays musulman au Sénégal, il nous faut quand même enseigner l'histoire de la philosophie dans le monde musulman. Rappeler à nos étudiants qu'il y a une tradition intellectuelle, une tradition philosophique, une tradition raisonnante et raisonnable et rationnelle, une tradition de scepticisme philosophique, etc. Et je m'y colle à cet enseignement. Non pas parce que j'avais été formé à cet enseignement-là, mais parce que, et ça aussi vous l'avez rappelé, je venais d'une famille où cette culture-là était un petit peu la culture ambiante. Donc je n'étais pas vraiment un spécialiste, mais je pouvais faire semblant. Et j'ai fait semblant de mieux en mieux, et du coup, à un moment donné, on m'a pris au sérieux comme prof aussi dans ce domaine-là. Et voilà comment je me suis engagé dans deux voies qui n'étaient pas les voies que j'avais prévu d'explorer au moment où je suis rentré au Sénégal, la voie des questions africaines, des questions coloniales, des questions postcoloniales, et la voie de l'histoire de la philosophie dans le monde islamique. C'est ça, et c'est à partir de ce moment-là que vous mêlez, comme votre maître Jacques Derrida vous y enjoignez, oui. Vous pensez les choses ensemble, et vous pensez notamment à la fois donc, le catholique Léopold Sédar Senghor et le musulman Mohamed Iqbal, ce philosophe indien, et en même temps vous pensez, dans ce livre qui s'appelle, le titre est explicite, Bergson postcolonial, vous pensez à la fois Bergson et finalement le soufisme, en tout cas l'islam et Mohamed Iqbal. Ouais. En fait, comment vous articulez ça précisément, et comment il y a déjà quelque chose d'une forme de décolonisation d'imaginaire en essayant comme de langue à langue, enfin, de faire correspondre une philosophie l'autre et des mondes, un monde à l'autre, en fait, un monde philosophique, un univers philosophique, au fond, européen, occidental, avec Bergson, et puis lointain, beaucoup plus lointain, avec Mohamed Iqbal. Oui, alors, pour ce qui est de Bergson postcolonial, j'avais écrit un livre sur Mohamed Iqbal, penseur indien. On aurait dit pakistanais si ça avait été après 1947, mais il est mort en 1938, au moment où donc l'Inde était un seul et même pays, qui est un des grands réformistes dans la pensée de l'islam contemporain. D'ailleurs, le monde de l'islam aurait intérêt à mieux connaître la pensée d'Iqbal et à s'en inspirer. Donc j'avais écrit un livre sur Iqbal, et quand on réfléchit, quand on lit Iqbal, on se rend compte à quel point le bergsonisme est présent dans sa pensée. Et donc dans le livre que j'ai écrit sur Iqbal, j'ai surtout insisté sur la convergence qui existe entre sa philosophie et celle de Bergson. En particulier ce qu'il dit de l'islam comme une religion dynamique,
ouverte pour une société ouverte, et ce que dit Bergson de la religion dynamique, justement, pour une société ouverte. J'avais fait ce rapprochement. J'avais ensuite écrit aussi un livre sur Senghor, et Senghor est très profondément bergsonien. Senghor disait d'ailleurs que pour lui, le XXe siècle avait vraiment commencé en 1889, et pas en 1900. Et la raison pour laquelle il donnait cette date, c'est que cette date est la date de publication du premier livre de Bergson, L'essai sur les données immédiates de la conscience. Et donc, voilà deux bergsoniens, Senghor et Iqbal, l'un Senghor catholique, sénégalais, l'autre musulman indien, et tous les deux trouvent à converser avec la pensée de Bergson. Et donc, lorsque j'avais aussi fait un petit article où je réunissais les deux. Celui-ci, je l'avais publié dans une revue de Berkeley. C'était en anglais, on m'avait demandé cela, et j'avais fait un petit article qui s'appelait Bergson in the Colony. Bergson en colonie, dans les colonies, où je signalais simplement que voilà un penseur français qui avait eu beaucoup d'influence sur le monde colonial, les intellectuels du monde colonial, et sans plus. Et je donnais l'exemple de Senghor et d'Iqbal. Là-dessus, je suis invité au Collège de France par mon ami Henri Laurence, qui occupe là-bas la chaire d'études sur la Méditerranée, le Moyen-Orient. Il est spécialiste, et il m'invite à donner une série de conférences, et c'est cette série de conférences qui est devenue Bergson postcolonial, où cette fois-ci je réunissais les trois auteurs qui avaient fait l'objet de ma réflexion, Bergson, Iqbal et Senghor, en réfléchissant à la manière dont Bergson avait été. Et c'est intéressant, parce que Bergson n'a presque rien dit sur le colonialisme. Rien. Mais il a eu une influence considérable dans le monde colonial et auprès des intellectuels colonisés. Pourquoi? C'est un mystère intéressant. Il a été influent en Iran. Shariati a beaucoup lu Bergson. Il a été influent en Égypte lorsque certains de ses textes ont été traduits en Égypte au début du XXe siècle. Et d'ailleurs, c'était un philosophe qui était important pour tout le monde, pour le monde entier. C'était vraiment une rockstar de la philosophie. Hein. C'était le Johnny Hallyday de la philosophie à l'époque. D'ailleurs, quand il est venu en visite à mon université actuelle à Columbia, le New York Times a écrit qu'il y a eu un traffic jam, il y a eu un embouteillage considérable sur Broadway à la hauteur de la 116e, parce que Bergson était là, tout le monde voulait le voir. Il était vraiment... il était d'ailleurs l'invité personnel du président de l'université de Columbia, Butler, qui a oublié pour l'occasion qu'il était antisémite pour bien le recevoir, et le recevoir dans son hôtel particulier. Voilà. Et donc, mais il a eu aussi cette influence considérable dans le monde colonial. Donc mon titre Bergson postcolonial, ce n'était pas simplement parce que je suis facétieux, mais ça correspond véritablement à quelque chose. Voilà un penseur qui n'a rien dit de la colonisation, mais qui, d'une certaine manière, a été très important pour des penseurs de la colonisation et de la décolonisation, comme Senghor et Iqbal. À ce moment-là, avec ce livre, j'étais vraiment plus engagé dans le postcolonial, dans mon travail. Je comprends, mais est-ce que vous comprenez maintenant, enfin, pour quelles raisons, enfin, pour quelles raisons pour vous, Bergson est important pour penser la question décoloniale? Oui, parce que à mon avis, il nous faut revenir à Bergson. Je viens de voir d'ailleurs que il y a un livre qui vient de paraître qui s'intitule Bergson, notre contemporain, que je vais me précipiter pour aller acheter. J'ai lu dans le Monde des livres le compte-rendu qui en a été fait, et ce compte-rendu expliquait que l'ouvrage Bergson, notre contemporain, montre en quoi ce philosophe qui a été très célèbre, mais qui a ensuite disparu des radars, devrait aujourd'hui nous importer à nouveau, parce qu'il répond à certaines des questions que nous nous posons. Et je crois en effet que la manière dont Bergson, en particulier dans son dernier ouvrage, Les deux sources de la morale et de la religion, nous a rappelé que notre destination humaine, c'était de faire en sorte que la cité humaine, que la politique, au sens de l'organisation de la cité,
que cette police qu'il faut donc organiser soit l'humanité entière. Bergson est le penseur de la société ouverte, c'est-à-dire de la société humaine en général. Et c'est important pour nous aujourd'hui. Il nous explique que tout naturellement, nous nous retrouvons dans nos différentes tribus. L'appartenance tribale nous est naturelle parce que nous avons un instinct de tribu, nous explique Bergson. Très instinctivement, nous sommes proches de ceux qui nous ressemblent, qui ont la même langue que nous, qui ont la même couleur de peau, en qui nous pouvons nous regarder comme dans un miroir, qui ont la même religion, etc. Et en revanche, l'idée d'une humanité commune est quelque peu abstraite. Et donc, il faut en quelque sorte se forcer, s'ouvrir, apprendre l'humanité alors qu'on n'a pas besoin d'apprendre la tribu. Ceci est totalement naturel. Et Bergson, toute l'entreprise de Bergson, c'était d'expliquer pourquoi et comment il nous fallait sortir de ces logiques tribales pour aller vers la société humaine, vers cette société ouverte qu'il appelait la société humaine. Et nous n'avons jamais eu autant besoin de lire Bergson qu'aujourd'hui, parce que les défis que nous affrontons nous enseignent précisément que nous ne pouvons plus répondre à ces défis-là que si nous sommes une humanité. Si nous les pensons d'abord, nous les formulons et nous les affrontons comme une seule et même espèce humaine. Il en est ainsi de la pandémie. On en sort juste, il est heureux que personne de nous, presque, ne soit masqué. Espérons que c'est pour les bonnes raisons, parce que le virus serait derrière nous, encore qu'il y a des raisons de penser que ce n'est pas le cas, il y a des raisons de penser que d'autres sont en train d'arriver. On sait, bref, qu'il nous faut répondre à ce type de défi sanitaire comme une seule et même humanité. Surtout, on sait qu'à l'urgence climatique, il faut qu'on puisse répondre comme une seule et même humanité. Celui qui nous a appris à penser comme une seule et même humanité, hors de la logique des tribus qui s'est installée aujourd'hui, c'est Bergson. Voilà pourquoi Bergson m'est apparu important. Quand j'ai étudié les penseurs qui m'intéressaient plus directement, mon intérêt pour Bergson était indirect, si vous voulez. C'est parce que j'ai écrit sur Senghor et sur Iqbal que j'ai rencontré Bergson. Mais aujourd'hui, c'est Bergson en tant que tel qui me semble très important pour les raisons que je viens d'indiquer. Alors Bergson, plus que Emmanuel Lévinas, même si vous admirez chez Emmanuel Lévinas le philosophe de l'autre et du visage, mais vous écrivez qu'il prolonge Lévinas l'ethnocentrisme de la philosophie occidentale, parce que vous rapportez une conversation en fait que Raoul Mortley a eue avec lui, et lors de laquelle il aurait dit: je dis souvent, bien que cela soit chose dangereuse à dire publiquement, dit Lévinas, que l'humanité ne consiste qu'en la Bible et les Grecs, tout le reste, tout l'exotique est dense. Et oui. Et vous préférez Merleau-Ponty, vous préférez cet universalisme latéral de Merleau-Ponty, etc. Alors, et c'est ce qui vous conduit à arriver en 2008 à Columbia, et là, à New York, il y a toute la pensée dite décoloniale. Vous arrivez dans une université qui a été imprégnée de l'aura, qui est encore sous l'aura d'un des concepteurs en fait des post-colonial studies, enfin des études post-coloniales, Edward Said, avec son grand livre L'orientalisme en 78. Vous y rencontrez aussi Gayatri Spivak, qui a créé l'Institut d'études comparées et littéraires. Au fond, voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous quittez, vous gardez Bergson, mais vous quittez une certaine philosophie comme celle de Lévinas, vous gardez Merleau-Ponty, et vous rencontrez au fond cette philosophie, enfin cette pensée décoloniale, dont vous devenez, aux yeux notamment de Joël Homsel, avec l'anthropologue Joël Homsel, avec qui vous allez faire un livre de discussion et de controverse, vous en devenez l'un des principaux représentants aux yeux de notamment en France. D'abord un mot sur Lévinas et le dépit amoureux. Je dirais que j'ai un petit dépit amoureux vis-à-vis de Lévinas. C'est un grand philosophe, évidemment. C'est un philosophe considérable pour notre temps et qui a pensé des choses très importantes. La relation à l'autre, la relation éthique, cette manière de dire que ce qui est le plus important en philosophie, au bout du compte, c'est l'éthique et la relation éthique à l'autre. Et qu'il y a une asymétrie avec l'autre.
l'autre me transcende, comme dit Lévinas dans un jargon philosophique, mais disons, si vous voulez, que l'autre me domine, c'est l'autre qui me commande, l'autre me dit, c'est quand Dieu dit « tu ne tueras point », il me le dit par la voix de l'autre. Et c'est une idée formidable, effectivement, c'est une idée importante, cruciale pour notre temps et pour interdire le meurtre et pour faire attention à l'autre, de considérer que l'autre justement me domine et est mon supérieur éthique de ce point de vue-là. Sauf que dès lors qu'il s'agit maintenant des autres au pluriel, et en particulier de ceux dont je parlais tout à l'heure, ces masses africaines et asiatiques qui en 1955 ont fait irruption sur la scène de l'histoire universelle en disant « vous n'êtes pas seul, Europe, nous sommes aussi là ». L'histoire universelle, c'est l'histoire que nous faisons aussi. Il n'est pas vrai que les choses arrivent à l'histoire simplement parce qu'un œil européen s'est posé sur eux. Il n'est pas vrai que l'Amérique a commencé à exister lorsque Christophe Colomb y a mis les pieds. Il n'est pas vrai que Tombouctou a existé lorsque René Caillé est arrivé, s'est promené là, est tombé malade et est parti. Et il n'a fait que ça. Mais justement, de dire que l'histoire universelle, ce sont toutes nos histoires, que sur la scène de l'histoire, toutes nos cultures sont équivalentes, toutes nos langues sont équivalentes. Il n'y a aucune région du monde qui est fondée à apporter la civilisation avec ses majuscules à tout le monde. Tout cela a provoqué chez Lévinas une réaction. Il est devenu réactionnaire au sens strict, où il a réagi à Bandung et à 1955 dont nous parlions. Et il trouvait que cette irruption sur la scène de culture, comme il dit, alors je le cite tous les mots de son livre L'humanisme de l'autre homme, ces cultures innombrables, toutes équivalentes, formant une sarabande, il dit ça va créer un monde désorienté. Ça va créer peut-être un monde désoccidentalisé, dit-il, mais ce monde désoccidentalisé est aussi un monde désorienté. Pourquoi? Parce que pour lui, l'Europe doit avoir vocation à diriger le reste du monde. Et la raison pour cela, c'est que pour lui, l'Europe est le continent de l'universel, c'est le lieu de l'universel. L'universalité est conférée par l'Europe. Et donc, ça vous explique cette parole choquante. Lui-même se rend compte à quel point elle est choquante, puisqu'il commence par dire « je sais bien qu'on va me le reprocher ». C'est comme si aujourd'hui on dit toujours je sais bien que ce n'est pas politiquement correct, mais, et on dit des horreurs. C'est la manière de commencer, quand on va dire des horreurs, on commence par dire je sais bien que ce n'est pas politiquement correct. Et il fait la même chose en disant en dehors de la Bible et des Grecs, c'est-à-dire en dehors de l'Europe, le reste c'est de l'exotique et c'est de la danse. Le reste du monde danse, tandis et ça, alors, et c'est là que Lévinas se moque en disant, je sais bien qu'il y a un philosophe qui pense qu'on peut avoir un autre universel que l'universel représenté par l'Europe, qui serait selon lui un universel horizontal ou latéral. Quand il a dit cela, ça m'a donné envie d'aller y voir quel est ce philosophe qui dit qu'il y a un autre universel latéral, c'est-à-dire un universel qui parte du fait que le monde désormais, le monde d'après Bandung, dans lequel nous vivons, qu'on le veuille ou non, c'est un monde de cultures équivalentes et de langues équivalentes. Eh bien, c'est Merleau-Ponty. Et de ce point de vue-là, Merleau-Ponty est un philosophe postcolonial, au sens strict, pas comme Bergson qui est postcolonial indirectement par les influences qu'il a eues, mais au sens strict. Merleau-Ponty regarde le monde tel qu'il est, en 1960, 1958 jusqu'en 60, il se rend compte que c'est un monde désormais décolonisé, un monde du multiple, un monde du pluriel, et il dit, nous allons passer d'un universel de surplomb, l'universel qui serait dicté par une certaine culture et une certaine province du monde, à un universel horizontal latéral, c'est-à-dire des cultures placées sur un même plan d'immanence, sur un même plan horizontal, disons, vont converger pour le produire. Cet universel-là. Ce sera un universel à forger ensemble. Donc, il est important de se rendre compte que le postcolonial, ce n'est pas quelque chose qui va contre l'universel. Et c'était ceci était au cœur de ma discussion avec Jean-Loup Amsel. Il s'agit de dire, au contraire, pour la première fois, on va enfin se mettre à penser l'universel. Puisque nous sommes tous assis autour de la table, c'est le moment de poser la question universelle. Quand une seule province du monde était toute seule
a décrété qu'elle était universelle et que le reste du monde avait raison de s'aligner sur elle, c'était un discours, c'était un soliloque, ce n'était pas un dialogue. C'est Aimé Césaire qui utilise ce mot, qui dit l'Europe ne dialogue pas, elle soliloque. Tant que l'Europe soliloquait, elle ne pouvait pas inventer un universel, parce que de quel droit est-ce que tout le monde aurait à s'aligner sur un universel aussi particulier que l'universel européen? Tandis que dans un monde décolonisé, il y a un sens à essayer de mettre en chantier ce que Merleau-Ponty nous a invités à penser, c'est-à-dire un universel latéral. Il n'y a rien de plus difficile, évidemment, qu'un universel latéral. C'est bien plus simple de dire que l'universel est représenté par une culture, qu'il y a des langues universelles à côté desquelles toutes les autres langues sont à peine des dialectes ou des idiomes qu'il faut utiliser dans le privé, mais jamais de manière officielle pour penser, etc. C'est difficile, mais c'est la tâche. C'est ça, Pardon. Je vous en prie. Oui. Alors, j'ai fait un grand excursus pour revenir maintenant à 2008, quand j'arrive à Columbia. Effectivement, ces questions-là, je les avais commencées parce que je raconte dans le fagot de ma mémoire que cette opposition Lévinas-Merleau-Ponty, je l'avais déjà rencontrée dans les années 80, vers la fin des années 80, quand j'avais été à Bayreuth, invité, oui. Et où j'avais rencontré en particulier Ngugi wa Thiong'o. Donc ce que je viens de vous dire là, j'avais écrit un petit article que j'avais même perdu moi-même sur cette question, et que j'avais intitulé « Difficulté de la notion d'universalité latérale ». Et ensuite, je n'en avais rien fait, en gros. Mais c'est quand je suis allé à Columbia, c'est vraiment, vous l'avez rappelé, le temple des études postcoloniales. C'était là qu'était Edouard Saïd, qui l'a enseigné, qu'il est mort. Il est mort quelques années avant mon arrivée à Columbia. Quand je suis arrivé d'ailleurs, les services qui s'occupent de loger les profs à Columbia m'ont proposé son appartement. J'ai failli avoir l'appartement d'Edouard Saïd. Il était bien trop cher à ce moment-là pour moi. Et donc j'ai pris un autre appartement qui me satisfaisait davantage. L'appartement d'Edouard Saïd regardait le Riverside Park, c'est magnifique. Mais moi j'étais suffisamment haut pour avoir une vue sur le Hudson River et le New Jersey qui me plaisait beaucoup plus à cette époque-là. D'autant que Columbia n'est pas très loin du quartier de Little Sénégal. Et voilà. À New York. Et oui, Little Sénégal, où mes amis ouest-africains de manière générale, sénégalais en particulier, ont créé leur business, se sont installés, ont participé à la gentrification, à la boboisation de Harlem. D'ailleurs, ça s'est retourné contre eux parce que maintenant, Harlem est bien trop cher pour eux. Et ils sont obligés de partir pour beaucoup d'entre eux. C'est en train de se vider de sa population d'immigrés ouest-africains et c'est bien dommage pour la culture du lieu. Mais effectivement, c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé en plein temple du post-colonial. Le souvenir, le monument qui était Edouard Saïd était toujours présent dans la mémoire. Il y avait Gayatri Spivak, il y a toujours d'ailleurs Gayatri, indestructible. Il y a Hamid Dabachi, mon ami Mahmoud Mamdani, Mamadou Diouf, tous ces penseurs dits post-coloniaux avec lesquels j'interagis et qui sont mes amis et mes collègues aujourd'hui à Columbia. Et c'est là que ma réflexion et mon travail a pris un cours plus directement orienté vers la question postcoloniale. Encore que, à la différence de beaucoup de postcoloniaux, moi je tiens à l'universel. Alors voilà, c'est ça. Vous tenez à l'universel, mais vous menez une critique. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous êtes à la fois un penseur décolonial, mais vous ne pensez pas qu'il faille rester dans ce particularisme étroit dont parlait Aimé Césaire. Et en fait, pourquoi vous critiquez l'universalisme d'abord, et après on verra ce que vous critiquez dans un certain courant en fait, de la pensée décoloniale, mais pourquoi vous critiquez l'universalisme au nom de l'universel précisément, et comment vous sortez de cette querelle entre universalisme, particularisme, décolonialisme, républicanisme, notamment pour parler de la France peut-être plus que des États-Unis d'ailleurs. Pour les raisons que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire que l'universalisme, c'est le fait de décréter que sa particularité est universelle.
Valéry, à un moment donné, s'était gaussé du fait que, enfin, il avait dit ça avec beaucoup d'ironie en disant « Nous autres Français avons la particularité d'être universels ». C'était une pensée à la Valéry, évidemment, très amusante, mais il y avait quelques fonds de vérité là-dedans. Se décréter universel, ça n'a pas de sens. L'universalité, c'est quelque chose vers quoi on va ensemble. C'est un horizon vers lequel nous allons. Il nous faut un universel, vraiment universel, pour répondre aux défis que j'ai rappelés tout à l'heure. Pour vous donner un exemple précis, c'était la position de Césaire. Aimé Césaire a démissionné de manière retentissante en 1956 du Parti communiste français. Il a écrit une lettre à Maurice Thorez pour lui signifier sa démission. Et dans cette lettre de démission, évidemment, en 1956, c'était l'époque où l'Union soviétique s'était comportée comme la Russie se comporte aujourd'hui. Et donc, il y avait toutes les raisons, de toute façon, de ne pas vouloir rester dans un parti communiste qui ne dénonçait pas les actions de l'Union soviétique à l'époque. Mais il y ajoutait la raison philosophique suivante. Il disait, d'un côté, on a cet universaliste paternaliste qui est l'universalisme de la colonisation, qui, assurée d'elle-même, peut se décréter une mission civilisatrice. Ça ne lui viendrait pas à l'idée de penser que peut-être bien que ce qu'elle est en train d'apporter aux autres, ce n'est pas de la civilisation. Elle avait suffisamment d'assurance d'être universelle que la mission civilisatrice semblait aller de soi. Et Césaire dit, oui, mais le fraternalisme communiste ne me va pas non plus. Parce que vous ignorez ma propre position, parce que homme de couleur aux Antilles, avec une mémoire fracassée, qui est venu de l'esclavage, etc., cela me donne une condition particulière dont j'aimerais pouvoir considérer qu'elle est tenue en compte dans le combat universel pour l'émancipation. Or, disait Césaire, ce n'est pas le cas. Ce que vous m'opposez, c'est l'universalisme, cette fois-ci l'universalisme qui fait pièce à l'universalisme bourgeois, capitaliste, en me disant, de toute façon, la classe universelle, c'est elle qui va apporter l'émancipation, c'est le prolétariat, et évidemment c'est le prolétariat européen. Restez tranquille dans votre coin, en s'émancipant, le prolétariat universel européen va émanciper tout le monde. Hommes de couleur et toutes sortes de minorités, etc., vont profiter de cette émancipation parce que la classe universelle s'en occupe. C'était encore décidé que le théâtre de l'histoire universelle, c'était l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle Aimé Césaire disait, dans sa lettre à Maurice Thorez, le paternalisme colonialiste ne me va pas, cet universalisme-là, mais le fraternalisme communiste ne me va pas non plus. Et il disait bien, je ne veux pas d'un universel, je ne veux pas m'enfermer dans le particularisme. Ce que je vous dis là, ce n'est pas par identitarisme. Je n'ai pas une conception carcérale de l'identité. L'identité, ce n'est pas une chose dans laquelle on s'enferme. Au contraire. Mais je ne veux pas non plus un universalisme émacié, c'est le mot de Césaire, dans lequel je ne me reconnais pas. C'était déjà à cette époque-là, en 1956, vouloir la mise en chantier d'un universel dans lequel tous se reconnaissent, qui soit un universel pour toutes les formes de combat, ne pas aplatir l'universel sur le théâtre unique de l'Europe. C'était cela la question que posait Césaire. Je crois que c'est toujours la question que nous nous posons. Et c'est la raison pour laquelle il faut jouer l'universel contre l'universalisme. Alors, on peut citer Césaire, nous, hommes de couleur, et cette lettre, nous, hommes de couleur, en ce moment précis de l'évolution historique, donc le 24 octobre précisément 1956, avons dans notre conscience pris possession de tout le champ de notre singularité et sommes prêts à assumer sur tous les plans et dans tous les domaines les responsabilités qui découlent de cette prise de conscience. Singularité de notre situation dans le monde qui ne se confond pas, qui ne se confond avec nul autre. Singularité de nos problèmes qui ne se ramènent à nul autre problème. Singularité de notre histoire coupée de terribles avatars qui n'appartiennent qu'à elle. Singularité de notre culture que nous voulons vivre de manière de plus en plus réelle. Mais alors c'est d'ailleurs très intéressant puisque cette lettre est considérée d'ailleurs par un historien que vous connaissez bien, historien français de la condition noire, Pape Ndiaye, qui est devenu ministre de l'Éducation nationale, considéré comme l'un des plus beaux textes du XXe siècle. Mais alors, aujourd'hui, la question est
sensiblement différentes, parce que vous êtes arrivé en 2008, nous sommes en 2022. Ces questions se sont, on va dire, un peu radicalisées, on a l'impression. La situation a un petit peu changé. Vous menez une critique donc, de l'universalisme chauvin, comme dirait Pape-Ndiaye, européen, justement, ou simplement considéré comme étant l'apanage de l'Europe. Vous menez aussi une critique d'une certaine forme de décolonialisme identitaire également, me semble-t-il, parce que c'est aussi ça qui a pu se produire entre 2008 et 2022. Comment vous voyez précisément, au fond, est-ce que vous voyez qu'il y a un risque aussi du côté de la pensée décoloniale à aller vers une forme d'identitarisme? Oui, ces risques-là, nous les voyons aujourd'hui. C'est d'ailleurs comme ça que je commence mon livre sur la traduction. Et c'est en cela que la traduction m'intéresse comme concept. Parce que la traduction, c'est ce qui nous sort de nos enfermements identitaires. Qu'est-ce que c'est que traduire? C'est s'ouvrir à l'autre. Ce sont les langues qui s'ouvrent les unes aux autres. J'ai dit tout à l'heure que Bandung, c'est la multiplicité des langues qui font irruption sur la scène de l'histoire. Mais si les langues se contentent d'être simplement juxtaposées, chacun parle sa langue, nous ne parlerons jamais même langage. Et donc, d'une certaine façon, l'universel a cherché à partir du pluriel du monde, et non plus simplement à partir d'un discours qui serait un discours univoque, soliloquent, venant d'une seule province du monde, c'est cette polyphonie du monde, que toutes les voix du monde puissent s'exprimer. Mais il faut qu'elles puissent s'exprimer et s'entendre et s'échanger et se rencontrer. Et la rencontre d'une langue avec une autre langue, ça s'appelle la traduction. Précisément, et c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert mon livre sur cette histoire de la traduction du poème d'Amanda Gorman, qui a été récité pendant l'investiture de Joe Biden et Kamala Harris, lorsqu'ils ont été investis sur le Capitole, et Amanda Gorman a récité ce magnifique poème The Hill We Climb, la montagne, la colline que nous gravissons. Le monde est tombé sur le charme. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'éditeurs, beaucoup de maisons d'édition ont décidé de publier non seulement le poème en question, mais quelques autres poèmes d'Amanda Gorman. Et il y a eu la controverse que vous connaissez lorsque une femme, elle-même traductrice je crois, s'est plainte qu'on ait choisi une poétesse néerlandaise blanche pour traduire Amanda Gorman qui est noire. Et mon premier chapitre, mon introduction consiste à dire je peux comprendre une revendication qui voudrait par exemple que les personnes minorisées ou issues de la diversité, comme on dit dans une formule qui m'a toujours semblé bizarre, aient toute leur place dans tous les secteurs de l'économie, des activités, en particulier de l'édition. Mais dire qu'il faut avoir la même identité visible que quelqu'un d'autre pour pouvoir traduire ce quelqu'un d'autre, c'est se tromper sur la signification de la traduction. Comme je viens de dire, la traduction, c'est ce moment qui devrait être impossible, mais qu'on réussit quand même à réaliser, d'ouverture d'un imaginaire sur un autre imaginaire. La question qui nous occupe, décoloniser les imaginaires, c'est aussi les ouvrir les uns sur les autres. Si on ne peut plus aujourd'hui rencontrer d'autres imaginaires que le sien propre, si on ne peut plus considérer que véritablement il y a une condition humaine partagée qui fait que je traduis quelqu'un d'autre précisément parce que c'est quelqu'un d'autre est différent de moi, et pas parce que le quelqu'un d'autre en question est identique à moi, c'est l'idée même d'humanité dont je parlais tout à l'heure avec Bergson qui disparaît. Il faut pouvoir dire que les imaginaires s'ouvrent les uns sur les autres. Il faut pouvoir dire qu'une culture n'est humaine qu'en tant qu'elle est ouverte à une autre culture, que nous ne sommes pas des identités silos juxtaposées parce que ça ferait des humanités juxtaposées, et que la traduction est précisément quelque chose qui prend appui sur de la différence, qui prend appui sur de l'intraduisible et qui réussit quand même à s'effectuer. C'est Ricoeur qui disait que la traduction est une tâche impossible et sublime. Elle est impossible parce qu'au fond, si on y réfléchit, une langue, c'est une manière de viser le monde, de voir le monde, une perspective sur le monde. Et donc, il devrait être impossible de verser un monde dans un autre monde, puisque c'est ce que fait la traduction. Et pourtant, on y arrive.
les traducteurs, ces êtres sublimes, qui ont une tâche éthiquement très importante, qui est une tâche de rapprochement. Faire en sorte qu'une langue puisse donner hospitalité à ce qui s'est créé et pensé dans une autre langue, ils y arrivent. Et c'est en cela que la tâche est sublime. Vous rapprochez des bords qui sont éloignés l'un de l'autre. Et c'est pour ça, bon, je déplore que la poétesse néerlandaise ait décidé que le jeu n'en valait pas la chandelle, ou alors elle était même elle-même persuadée finalement qu'effectivement il ne lui revenait pas de faire cette traduction, mais je suis sûr qu'elle aurait fait un magnifique travail, parce que l'enthousiasme qu'elle avait manifesté montrait qu'elle avait eu qu'elle était tombée amoureuse de ce texte, comme nous tous l'avons été, pour des raisons qui tenaient au texte, qui tenaient au contexte également, parce que c'était une élection où se jouaient beaucoup de choses, où se jouait la démocratie tout simplement. On se souvenait tous, on avait tous à l'esprit en écoutant Amanda Gorman que quelques jours auparavant, la démocratie avait tremblé sur ses bases parce que des suprémacistes blancs et des néo-nazis avaient pris d'assaut le Capitole en essayant de poursuivre Mike Pence et Nancy Pelosi. Et donc tout cela faisait partie de ce poème. Et voilà ce que fait la traduction. La traduction, ça nous rapproche, ça fait que nos imaginaires se parlent. Il n'est pas vrai que l'on ne puisse pas écrire sur une autre identité que la sienne, parce que sinon c'est à désespérer de l'imagination créatrice et c'est à désespérer de la raison philosophique. Voilà pourquoi je suis un forcené de l'universel. C'est ça, vous êtes un forcené de l'universel et vous considérez aussi, donc on peut traduire, lorsqu'on est une femme néerlandaise, un texte américain, noir américain, on peut aussi donc jouer aussi, comment dire, mais peut-être pas, c'est ce que recommandait d'ailleurs Papine Diable lorsqu'il a rendu ce rapport pour l'Opéra de Paris, mais par contre éviter certaines choses comme le brown face, le yellow face, black face comme il le disait, mais ne pas censurer des œuvres qui portent effectivement un imaginaire qui pourrait être lié à la colonisation, mais détourner, faire un peu ne pas forcément déboulonner, mais comment dire, accoler un certain nombre de choses, d'écrits, de textes, mettre en contexte, ou faire ce qu'a fait l'artiste Banksy, c'est ça, oui. Notamment. C'est ça votre ligne de crête là-dessus, qui permet à la fois la traduction finalement dans tous les domaines. Ça peut être le domaine, là pour le coup, textuel, mais ça peut être le domaine théâtral, ça peut être le domaine cinématographique. Oui, tout à fait. De ce point de vue-là, nous nous entendons parfaitement sur cette question-là avec Pamia. Il ne vous a pas échappé qu'effectivement, nous avons beaucoup de points de convergence, beaucoup de points de contact et que nous avons beaucoup d'amitié l'un pour l'autre. Il s'agit toujours de cela. Pamia, parce qu'il connaît parfaitement l'histoire américaine, l'histoire des civil rights, voit bien ce qu'il y a derrière les black faces. Parce que cette histoire-là est insupportable, c'est une histoire de racisme, c'est une histoire insupportable. Et donc ça veut dire, là, on peut parfaitement voir pourquoi il faut mettre le holà à cela. Mais cela étant, le théâtre dans son essence, c'est un jeu de masques. Et comprendre cela pour certaines œuvres qui ont besoin effectivement à un moment donné de faire qu'au lieu d'être une femme, je porte un masque de femme, parce que ça se faisait, c'est une manière de se rendre bien compte de la culture théâtrale et de la signification du théâtre de masque, ce que signifie un personnage. D'ailleurs, persona, on nous le rappelle dans les premières leçons de latin qu'on reçoit, c'est d'abord le masque, etc. Donc, il y a toujours la possibilité de garder ferme le principe que l'imagination créatrice ne nous interdit rien en matière de traverser des frontières, puisque les frontières sont faites pour être traversées. Sauf évidemment les frontières de l'Europe pour les jours en ce moment, pour un certain nombre de migrants. Mais cela étant, évidemment, il faut pouvoir considérer à chaque fois où est le respect et où est l'irrespect. Et c'est le critère qu'il faut utiliser. Kwame Anthony Appiah, philosophe ghanéen et américain, afro-américain, a dit ce qu'il fallait dire sur ce plan-là. Quelqu'un lui avait écrit, parce que Kwame Anthony Appiah tient la rubrique éthique du New York Times.
chaque semaine. Et quelqu'un lui avait écrit, un médecin, un thérapeute, qui lui avait dit: j'ai trouvé chez les Amérindiens de je ne sais plus quel coin des États-Unis des aspects dans leur culture que j'utilise dans les thérapies que j'applique à mes patients. Et ça marche très fort. Et il lui dit: mais maintenant je me demande, est-ce que pour vous c'est de l'appropriation culturelle? Et Kwame Anthony Appiah lui a répondu fort justement: ça n'est de l'appropriation culturelle, ce qui fait qu'une chose, une démarche comme celle-là, une démarche qui consiste à traverser les frontières avec votre propre langage et à traduire dans votre propre langage et dans votre propre pratique ce que vous recevez de l'autre. Parce que c'est cela aussi la traduction. Si vous le faites avec respect, c'est au contraire une manière de célébrer ce que vous avez traduit. Et c'est cela la signification de la traduction. Ce mot de respect qu'il avait utilisé dans cet échange avec cet homme-là m'a semblé le mot qu'il fallait utiliser pour accompagner la notion de traduction comme art de construire des ponts et de passer des frontières. Et en même temps, on peut aussi, enfin c'est le sens d'un livre qui est paru au seuil de l'historienne Laure Murat, qui est beaucoup aux États-Unis. Je crois que c'est Qui annule quoi, je crois, oui, cancel culture. Là, sur la cancel culture, et qui dit que finalement, après tout, déjà en disant que la cancel culture, la culture, en traduction pour le coup, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, la culture de l'annulation, voilà, qui vise notamment elle s'intéresse à la question, la façon dont on déboulonne aujourd'hui certaines statues. En même temps, elle dit que c'est une forme de parfois on peut aussi comprendre, il ne s'agit pas toujours de composer, puisque déjà d'une part, on a souvent déboulonné des statues, on n'a pas reproché après 1989 à certains pays, certaines villes de déboulonner les statues de Lénine ou de Staline. Donc on peut aussi comprendre que certaines statues soient enlevées, retirées, certains noms de rues changés éventuellement. Selon vous, quel est le bon curseur par rapport à toutes ces questions qui se posent aujourd'hui? On l'a compris que c'était à travers précisément l'exemple de la traduction, une sorte de composition. Alors quel est le curseur et pourquoi pour vous, résolument, et à partir de quel exemple pouvez-vous nous donner? Vous en donnez beaucoup dans votre livre. La traduction est-elle nécessairement, presque intrinsèquement, une hospitalité en fait pour vous? Parce qu'il y a aussi, vous parlez aussi de traduction malveillante parfois. Oui, la traduction n'est pas toujours une traduction bienveillante, c'est pas toujours un accueil. Et l'exemple que je donne est un exemple qu'il est bon de se rappeler aujourd'hui. La toute première traduction du Coran dans une langue européenne, qui était le latin à l'époque, puisque les milieux lettrés s'exprimaient en latin, c'était une traduction malveillante qui avait été dirigée par Pierre le Vénérable. Pierre le Vénérable avait décidé simplement d'une entreprise, il avait mis ensemble des traducteurs en leur demandant de traduire le Coran en latin. Mais la mission, le projet, c'était de dire: traduisons-le en latin et vous allez voir quel tissu de niaiseries ces gens racontent. Quand ce n'est pas des niaiseries, c'est des choses fausses et fanatiques. Ça veut dire donc que le projet même de la traduction était un projet de dire: je vais vous montrer en quoi ces gens-là sont le diable en personne. Et donc voilà une traduction malveillante. On peut traduire avec cet esprit-là. Mais cet esprit est contre l'idée même de traduction telle qu'on l'entend. Parce que si ce n'est pas pour aller chercher ce que l'autre a pensé et créé, et lui donner hospitalité dans sa langue, ce n'est plus de la traduction. Autrement dit, la traduction malveillante, pour moi, est une contradiction dans les termes, et une traduction bienveillante, c'est une tautologie. Une traduction, dans ce sens-là, est toujours forcément bienveillante, parce que c'est la bienveillance même qui vous mène vers la décision de traduire. Cela étant un exemple plus proche, pour revenir ensuite à ce que nous disions. Une des premières choses sur lesquelles j'ai réagi aussi avec Jean-Loup Amsel dans notre dialogue, c'était l'interdiction qui avait été faite à un moment donné à cette artiste américaine blanche de représenter, elle avait créé une œuvre qui était en plus une œuvre abstraite,
qui était la manière dont elle avait réagi à la fameuse open casket, comme elle est connue, ce qui était arrivé à ce jeune adolescent Emmett Till. Emmett Till, c'est ce jeune adolescent qui, à la fin des années 50, avait été lynché dans des conditions absolument atroces, mutilé, la barbarie du racisme, l'horreur du racisme absolu. Et sa mère avait décidé qu'on ne fermerait pas le cercueil. Elle voulait qu'on le laisse ouvert pour que les gens voient sur le visage de son enfant, précisément, ce que la barbarie humaine, ce que le racisme pouvait créer. Et ça, effectivement, c'était quelque chose de très fort, non seulement à cause de l'état du corps qui avait été si sauvagement mutilé,